Ok, hello, je fais un direct express parce que comme ça la vidéo va s'enregistrer dans mon feed. Je suis en train de me torturer sur mes offres, mes accompagnements, comment j'ai envie que ça se passe, tout ça, bon bref. Et juste je prends 5 minutes parce qu'il y a quelque chose qui est là, que j'ai envie de partager. C'est en fait hier ou je sais plus quand, j'étais en appel avec une personne qui voulait rejoindre l'accompagnement. J'ai pas de trépied donc je tiens le truc dans ma main, mais et qui me dit, qui me demande quel est le taux d'échec ou le taux de réussite. Et c'est une question qu'on me pose souvent, enfin pas tout le temps, mais ça arrive qu'on me pose cette question quand on veut rejoindre l'accompagnement. Alors déjà c'est une question intéressante parce que derrière il y a l'idée de c'est quoi pour toi réussir ou échouer. Quand on entre dans l'accompagnement, en général, la demande vraiment principale, c'est je veux que tu m'aides à me débarrasser de mon obsession, de mes crises, que je sois plus boulimique ou hyperphage. Ça, c'est la demande principale. Et en général, au fur et à mesure du temps, les personnes la lâchent un peu et acceptent de travailler sur le fond. Salut Marie, salut Caroline. Acceptent un petit peu de voir les choses autrement. C'est vraiment, d'ailleurs, l'objet d'un des premiers modules qu'il y a dans la partie en ligne, c'est d'expliquer comment fonctionne vraiment l'obsession, comment fonctionnent vraiment les compulsions, au regard notamment du système nerveux, pour que vraiment les personnes comprennent que c'est pas c'est pas une super bonne idée de mettre toute son énergie dans le contrôle d'un mécanisme qui non seulement est plus puissant que notre volonté, mais qui en plus est là pour une bonne raison. Donc, bref. Donc, en général, quand on commence, la demande, c'est ça. Je veux que tu m'aides à me débarrasser de mes crises, etc. Toutes les personnes qui finissent l'accompagnement ne sont pas complètement libérées de l'obsession ou des crises. Il y a des personnes qui, parfois, terminent et font encore quelques crises ou ont encore des pensées obsessionnelles, en général autour de la peur de grossir, parce que ça, c'est vraiment une des choses qui part en dernier. Pour moi, la peur de grossir, elle est très en lien avec les questions de sécurité intérieure. Et donc, quelque part, quand il reste de la sécurité à consolider... Ah mince, j'ai plus trop de batterie. J'ai perturbé parce que j'ai reçu un truc. Oui, c'est comme un dernier vestige en fait de l'insécurité qu'on peut avoir quand on est dans le trouble alimentaire. Bon, donc... Si je devais donner des stats, mais je dirais que... Mince. 50% des personnes n'ont plus du tout d'obsession, ne font plus du tout de crise. En général, ce sont des personnes qui ont déjà travaillé sur elles avant. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui n'aient pas fait de thérapie, c'est hyper rare. En général, c'est des personnes qui ont déjà au moins lu des bouquins de développement personnel, au moins envisagé l'idée de... je sais pas si vous entendez ma machine à laver derrière ou pas. Ou si c'est supportable, qui ont au moins envisagé que peut-être il y avait des choses à questionner dans leur fonctionnement. Voilà, donc c'est pas, en général quand on part de zéro, déjà c'est rare qu'on vienne travailler avec moi, mais quand ça arrive, souvent il y a encore du travail derrière sur la partie obsession, peur de grossir, etc. Ce que je voulais partager vraiment, en fait, c'est que toutes les personnes qui font l'accompagnement jusqu'au bout voient leur vie radicalement changer. Et ça, je le dis sans aucune exception. Même les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont encore de l'obsession, font encore quelques crises, déjà, les symptômes n'ont plus rien à voir. Ça veut dire que, par exemple, on va passer du trouble alimentaire à de l'alimentation de réconfort. Donc ça va pas être tous les jours, ça va pas être des crises comme avant, ça va pas être des montants comme avant. Ça, c'est vraiment important de l'entendre. Les personnes dont je voulais parler, en fait, quand on m'a posé cette question du taux d'échec, ce qui m'est venu, c'est que pour moi, le vrai échec, c'est pas quelqu'un qui fait encore des crises en fin d'accompagnement, parce que c'est tellement subjectif, ça dépend tellement du parcours de chaque personne, de ce que j'ai fait avant, est-ce que j'ai été suivie, est-ce que j'ai déjà un peu de sécurité intérieure, ou est-ce que je viens vraiment à partir de zéro, enfin... Mais pour moi, le vrai échec, c'est les personnes qui rejoignent le programme et qui ne viennent plus. Et j'ai vraiment envie là de m'intéresser à ça. Comme c'est des personnes qui viennent plus, je peux pas vraiment savoir ce qui se passe dans leur tête. Mais j'ai quelques idées
Et j'ai plus de batterie. Hein. Franchement, si ça tient, miracle, hein, 5%. Je vais devoir me déplacer et charger parce que là, c'est un peu nimp. En fait, j'ai plus de chargeur. Aïe. Et c'est ma chaise qui est tombée. Et donc, je vais juste tenir comme ça. Je voulais vraiment enregistrer ça parce que en fait, après, je vais oublier. Et puis, je veux pas que ça se perde. J'ai fait un effort de maquillage aujourd'hui quand même. Enfin, juste avant. Bon, bref. Donc, contre-jour. Alors, ces personnes qui commencent et ne viennent plus, comme je disais, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête puisque bah, elles ne me donnent plus de nouvelles. J'ai envie de dire, il y a une personne sur 10 peut-être qui fait ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on met 1000, 2000, 3000 euros dans un accompagnement? Quand moi, j'accueille des personnes dans l'accompagnement, j'ai des échanges avec elles, hein, je ne prends pas les gens comme ça. Je m'assure que la personne, elle est vraiment sûre que c'est la bonne approche pour elle. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent sur les TCA, donc il n'y a pas besoin de travailler avec moi si ce n'est pas vraiment ce qui est juste pour la personne. Je m'assure de sa demande, c'est-à-dire que par exemple, je ne travaille pas avec des gens qui sont dans un besoin urgent de se débarrasser des crises, parce que de fait, ça ne va pas avec ce que je fais. Il arrive des fois que le symptôme parte assez vite, mais dans la plupart des cas, ça prend un peu de temps, puisqu'on travaille sur le fond, et qu'on utilise le symptôme comme indicateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Salut Alex. Chez des personnes qui s'engagent, qui sont motivées, qui donnent une somme d'argent assez importante. Alors, à mes yeux, c'est une somme d'argent assez importante, quel que soit le niveau de vie qu'on a, et qui ne viennent plus. Et ça, pour moi, c'est le vrai échec. C'est qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que je suppose, je ne sais pas du tout, et vraiment, je serais hyper intéressée qu'un jour, quelqu'un qui a fait cette démarche me raconte ce qui s'est passé. Oh, bah c'est gentil, je me suis maquillée. Merci Alex. Peut-être d'ailleurs que ça vous est arrivé d'entamer une thérapie. Salut Agnès. Et de pas continuer. Je parle pas de thérapie individuelle, mais peut-être... Ou de thérapie individuelle, mais ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ce que je suppose, c'est que... Je suis désolée, je tremblote en fait. Parce que je suis pas bien assise. Et j'ai pas de... J'ai pas de trépied, je sais pas où il est en fait. C'est un peu le bazar chez moi. Ok, mon hypothèse c'est la suivante. Je vais essayer de pas mettre d'ego là-dedans. Pour essayer d'être aussi neutre que possible. Je suppose qu'en fait, ce qui doit se passer, c'est qu'il y a quand même un espoir d'avoir des solutions assez rapides et d'avoir comme une liste de techniques, non, enfin, des solutions. Quelque chose un peu à usage immédiat, je suppose. Et que malgré, comme je vais pas dire les mises en garde, mais malgré les discussions où j'explique vraiment, on va vraiment travailler sur le fond, ça va pas. Je vais pas te donner un plan d'objectifs à réaliser, je vais pas te donner d'astuces, je déteste ce mot. Malgré ça, peut-être qu'il y a une déception quand la personne arrive et qu'elle voit comment c'est vraiment, comment c'est un groupe. Que dans un groupe, c'est pas, j'anime pas avec un thème où je donne les réponses à la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus flottant, puisqu'on est dans une approche centrée sur la personne, donc je laisse vraiment les personnes se déployer. Parfois c'est inconfortable parce qu'il y a personne qui parle, parfois il y a quelqu'un qui parle et puis c'est inconfortable pour les autres, donc je te lis juste après Alex, hein, j'ai vu que tu avais écrit. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose autour de l'immédiateté et qu'il y a quand même un espoir que si je m'engage, je vais avoir des résultats immédiats. Et en fait, je dois avouer que c'est un peu mon gros challenge parce que dans l'accompagnement, à la fois, en fait, c'est vraiment comme trouver un endroit d'équilibre entre tout ça. À la fois, moi, j'ai vraiment envie de respecter les mécanismes de chaque personne. Les mécanismes, c'est par exemple les crises de boulimie. C'est par exemple compter ses calories. C'est par exemple aller faire du sport. Pour moi, si quelqu'un fait tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Même si le mental dit « mais c'est débile, tu dois lâcher prise », pour le système nerveux, pour l'inconscient, il y a une bonne raison.
et je vais pas être la personne qui va venir déloger ça pour avoir du résultat immédiat. Donc, dans mon approche, je laisse les personnes faire leur crise, je laisse les personnes compenser, contrôler, jusqu'à ce qu'elles en aient de moins en moins besoin. Et puis il y a toujours un moment dans l'accompagnement où une personne va me dire, bah, tiens, je sens que là, je commence à lâcher ce besoin de contrôler tout le temps. Ou ça va être, bah tiens, je me suis rendu compte que j'avais mangé ça alors que d'habitude jamais je le fais et ça m'a pas posé de problème. Donc vraiment, le symptôme comme indicateur de ce qui change à l'intérieur. Le problème, c'est que, quand on est épuisé par les crises, qu'on n'en peut plus, qu'on a essayé plein de choses, on a envie d'avoir des résultats rapides. Et ça, je le comprends super bien. Parce que, en attendant, bah, on continue les crises, on continue de s'isoler, on continue de vomir, on continue tout ça, on continue de dépenser de l'argent en plus de la thérapie. Et donc vraiment, mon challenge, c'est comment aider à apporter des résultats rapides sans faire violence à la personne, sans faire d'ingérence dans ces mécanismes, parce que pour moi, on n'a pas, salut Marie, on n'a pas à... Je suis personne pour, je suis pas Dieu, quoi. Je vais pas décider que tiens, je vais te hacker ton mécanisme de protection. Mais en même temps, eh ben, il y a un temps plus long. Et donc, ça peut, je pense, créer vraiment de la frustration. Donc voilà, en fait, tout ça, c'était autour de la notion d'échec. Et pour moi, le vrai échec, c'est quelqu'un qui part sans donner de nouvelles. C'est même pas quelqu'un qui part avec conscience. Ça m'est arrivé vraiment d'avoir quelqu'un qui va me dire, bah en fait, c'est vraiment pas... je pense à une personne qui m'a dit, en fait, c'est pas ça que je voulais, en fait, vraiment. Donc, je pense qu'en amont, il y a eu un problème de ciblage, peut-être de clarté de ma part. Mais c'est pas évident, mais c'est vraiment ok parce que quelque part, la personne, elle traverse ça, elle m'en parle et vous voyez, j'ai une info. Mais là, les personnes que j'ai en tête, c'est vraiment celles qui me ghostent en fait. Donc c'est vraiment le mot quoi. Mais quand je dis ça, je veux vraiment pas mettre d'ego dedans. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe pour elle. Hein, c'est pas vraiment c'est ça. Donc je reviens à la question de base. Quel est le taux de réussite, d'échec, etc. Et ben je pense qu'il y a 1 personne sur 10 à peu près aujourd'hui. Moins qu'avant parce que je pense que je ciblais moins avant. Avant, j'étais peut-être à 2 ou 3 personnes sur 10 quand j'ai commencé. Donc disons à peu près en moyenne 1 personne sur 10 s'engage, paye sa thérapie et ne vient plus sans donner de nouvelles. Mais sur toutes celles qui restent, je dirais qu'il y a à peu près 50% qui terminent l'accompagnement en n'ayant plus de symptômes, plus d'obsessions. Et puis chez les autres, ça dépend vraiment des personnes. Ces stats sont vraiment pas... j'ai pas fait un tableau Excel avec des calculs, enfin j'ai pas une grille d'évaluation scientifique de qui réussit, qui échoue, c'est pas ça, c'est pas ces termes-là. C'est si on prend comme critère de réussite se libérer de l'obsession, ne plus faire de crise, 50% je dirais. Mais ce sont des personnes qui ont un background, je sais pas comment dire, qui connaissent la thérapie, qui ont déjà entamé des démarches et qui savent que je veux vraiment cet accompagnement-là. Et généralement, ce sont des personnes qui sont vraiment OK pour mettre leur énergie sur le processus, c'est-à-dire aller regarder leur fonctionnement, leur écosystème, qu'est-ce qui entretient leur insécurité et qui lâche temporairement cet objectif de ne plus faire de crise. Donc ce sont aussi des personnes qui arrivent à cohabiter avec les crises. Mais quand on fait plein de crises tout le temps, bah, on a envie d'apaiser le symptôme. Okay. Et sur les autres, donc les personnes qui viennent, je dirais que les autres 50% qui viennent, ça dépend vraiment des profils. Dans le pire des cas, mais c'est pas vraiment, j'insiste parce que on a souvent comme, il y a une question d'estime de soi et puis il y a des personnes qui se disent oui, j'ai raté, j'ai échoué. C'est pas du tout ça, il n'y a pas d'enjeu de performance là-dedans. C'est juste est-ce que ma vie est plus facile à vivre ou pas? À quel degré ma vie est-elle plus facile à vivre ou pas? Il n'y a aucun enjeu de performance, de jugement, enfin, c'est pas ça hein, les termes. C'est pas l'esprit derrière. Dans le pire des cas, le pire des cas c'est quoi? Ça veut dire que l'évolution, quelque part, a été la moins spectaculaire. Et il ne s'agit pas de la personne, il s'agit du degré d'insécurité avec lequel elle vient, de ce qu'elle a fait avant, de ses blessures. Vraiment.
Il n'y a pas de bons élèves qui ont des super résultats et des mauvais élèves. C'est hyper important. Donc quand la réussite a été moins spectaculaire, on va passer du trouble alimentaire à plutôt de l'alimentation de réconfort. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont faire des crises qui n'auront plus du tout la même allure qu'avant, le même degré, la même fréquence, le même vécu. Par exemple, elles vont plus être dans une urgence de faire la crise comme quand on est dans cette sensation de toxicomanie. Genre, moi, quand j'étais au plus fort du trouble alimentaire, et au plus fort, ça a duré longtemps, hein, c'était pas un mois, c'était des années, je me mettais dans des situations vraiment craignos, en fait. J'en parle dans une vidéo sur YouTube là, qui s'appelle « Les pires choses que j'ai faites à cause de la boulimie ». Je me mettais dans des situations vraiment problématiques, vraiment dangereuses, et encore, je parle pas de tout dedans, parce que j'avais un besoin immédiat d'avoir ma dose. Donc, quand on passe de ça à je sens que j'ai besoin de faire une crise, mais ça peut attendre ce soir. C'est-à-dire qu'on peut la différer dans le temps. Je fais une crise et puis je me rends compte qu'elle s'arrête beaucoup plus vite qu'avant. Je me rends compte que je suis capable de traverser certaines situations sans faire de crise. Et puis ça va être des crises qui vont ressembler peut-être plus à un grignotage où j'ai mangé plus que ce que j'aurais voulu. Donc, dans le pire des cas, l'évolution, elle va aller là-dessus. Et puis, ça va être sur le plan de l'obsession, j'ai toujours peur de grossir, par exemple. Et puis, chez les personnes qui ont encore un peu d'obsession et qui font encore un peu de crise, salut Alex, je t'embrasse aussi. Ah oui, je vais lire ton message, merci pour ton éclairage, hein, je vais le lire juste après. Ça va être... je fais encore des crises de temps en temps, mais je les vis plus du tout comme avant parce que déjà j'en fais plus tout le temps. Donc j'arrive à vivre, j'arrive à plus dépenser tout mon argent là-dedans, j'arrive à faire autre chose que faire des crises. Et puis je sais ce qu'elles signifient. Et ça j'en parle aussi dans l'avant-dernier post que j'ai créé là. Quand on fait moins de crises, on peut vraiment les utiliser comme un baromètre ou un indicateur. Quand on est tout le temps la tête dedans, c'est juste horrible. On peut juste se débarrasser du symptôme. Voilà. Alors, Alex me donne une réponse. À titre personnel, ça m'a pris 2 ans et demi pour comprendre que ce serait un processus long qui nécessite patience et confiance en l'engagement. Ouais. Et donc, il y a une notion que j'ai vraiment envie de poser, c'est la notion d'humilité. C'est-à-dire que il y a des stades, je pense, de conscience quand on commence le chemin thérapeutique et quand on est au début en général, quand on commence, on croit qu'on va faire 1 ou 2 séances et c'est bon. Et qu'on va trouver, et donc on croit que si on n'a pas ces réponses, c'est que j'ai pas trouvé la bonne personne, donc je vais zapper, puis je vais chercher d'autres accompagnants. Et en fait, après, on finit par se rendre compte que tiens, c'est bizarre, en fait, avec toutes ces personnes, soit on veut pas me donner de solution, soit quand on m'en donne, j'arrive pas à les appliquer. Et donc, il y a un peu ce stade d'intégrer que ça, c'est un processus qui demande de l'engagement. Ça, c'est dans ma manière de voir. Hein. Pour moi, on ne zappe pas la boulimie comme ça, sous peine de créer des déséquilibres, en tout cas. C'est un processus qui est long, mais ce qui est important, c'est que pendant qu'on entame ce processus, en chemin, on peut déjà commencer à vivre davantage. C'est ça qui est très important, c'est que on n'est pas dans quelque chose où je suis en apnée, je fais plein d'efforts, je me corrige et ensuite je pourrais enfin vivre. On apprend à vivre pendant qu'on est en train de faire le processus. Alors, salut Mylène. Bon, moi j'ai fini, j'avais dit que ça durerait 5 minutes, mais je pense que ça doit faire au moins 1 quart d'heure que je suis là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je sais pas si vous avez des questions, je sais pas qui sont les 5 personnes qui sont là actuellement, mais je pense que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit au début. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des infos, ce que vous voulez. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et je pense que l'essence de ce que je voulais dire, je l'ai dit. Je voulais parler de ça, de l'échec, de l'engagement, de réaliser que ça va peut-être être plus long que ce que je croyais. Et je connecte ça par exemple avec... Il y a des personnes qui, dès qu'elles vont un peu mieux, ne viennent plus. Tiens, c'est ça, je n'avais pas pensé. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est pas uniquement des personnes qui sont un peu
genre qui se dit ça va être plus long. Il y a aussi, et ça je trouve ça très très triste, des personnes pour qui les symptômes sont moins forts, ou qui d'un coup font plus de crise pendant plusieurs jours, et qui là partent dans une espèce d'euphorie, et pensent que c'est fini, que c'est bon, qu'elles n'auront plus jamais besoin de personne. Et je sais de quoi je parle, parce que je suis passée par là un paquet de fois, me dire « Ah bah c'est bon, en fait j'ai tout compris, j'ai plus besoin de thérapie ». Et ça c'est un peu dommage, parce que le symptôme finit par revenir, et voilà. Je vais pas vous parler de mes accompagnements, pourquoi? Parce que je suis en train de les mettre à plat, de les refaire. Si vous allez sur mon site, vous allez voir que l'accompagnement qui est mis en avant, c'est l'accompagnement boule de vie. Je suis en train de me demander est-ce que je vais faire des consultations individuelles. Je ne sais pas si je vais les continuer. Et donc, pour l'instant, je ne vais pas vraiment parler de comment travailler avec moi. Disons que s'il y a quelqu'un qui rejoint le programme dans les jours qui viennent ou qui prend une consultation, je prendrai cette personne. Mais ça va, c'est en train de changer. Simplement, j'ai vraiment du mal à... J'ai vraiment des résistances en fait à ce changement-là. Et donc je suis avec ça. Je retourne à ce que je faisais. Bah oui, il serait temps. Je vous embrasse. Et vraiment, si vous avez des retours, s'il y a des choses qui vous semblent pareil, qui vous mettent en colère, qui vous semblent pas justes, n'hésitez pas à les partager. Vraiment, ça m'intéresse. Et s'il y a des choses qui résonnent aussi. Très bonne journée. On est mercredi. Très bonne fin de semaine. Ça tremblote. Et à bientôt. Tout le monde. Hop.